c'est 13h30, oui. 13h24. Ça me va. Ça me va. Merci beaucoup. Je savais que tu allais programmer. En fait, je laisse des indices un petit peu partout. C'était pour te forcer à venir. Je sais pas comment ils vont se dire. C'est leur faute. Merci beaucoup. Annonce à la population, il y a eu un oubli de sac à la cantine. Ça, t'avais un sac? Non, j'avais pas de sac. C'est pas moi. Un sac? C'est pas J'ai bien. que mon badge. Ok. Voilà. On a du temps que les gars. Ah ouais. C'est les... Mais là, juste... ouais, là, voilà. C'est pas grave. Ça m'a l'air quelque chose. Ah mais je suis con, je suis là. Non, je ne pas le dire. Je vais tout le temps, je le mets dans la cuisine. Je vais m'en faire. Et merci d'être là. Nous sommes vraiment avec ça. On est étudiants en même temps à l'INSA de Toulouse. On est introduit dans le projet parce qu'il est comme sensibiliser à la sécurité informatique. Ça va durer pas mal de l'émotion qui sont dans la mer. Toujours, on va voir. Toujours. Qui est Barbara? Pour ceux qui m'ont demandé combien de temps allait être accessible le site du challenge, je pense qu'il va rester. Je crois que l'abonnement court jusqu'à fin juin de la machine chez OVH. Donc fin juin, ça va disparaître. Et en attendant, j'ai quand même restreint les droits. Donc c'est protégé par un login, un mot de passe qui est Récit Challenge. Login Récit, mot de passe Challenge. C'est pas extraordinaire, mais déjà on n'aura pas n'importe qui va. Donc si vous voulez récupérer des trucs sur le site, vous pouvez y aller. Mais fin juin, probablement, ça va disparaître. Voilà. Ils sont autistes de deux. Les percolateurs. C'est parler de toi. Et avec de l'autre, je le prends. Après, je peux me connecter. Je peux faire semblant d'utiliser un autre. On attend Tu présentes d'abord et on commence après. Hein. On va plutôt faire comme ça, parce qu'en fait, si je vous présente après, c'est plus compliqué. C'est normal. Donc on va plutôt faire comme ça. Hein? Parce que je stresse. Parce que plus rien ne fait sens. J'ai des gens qui savent que vous êtes plus simple. Je sais aussi. C'est un autre. Ah, voilà, mais je vais les pourrir. Hein. C'est un œuvre, c'est un œuvre. Ah, eux, Ouais, donc on va le faire. ah, eux, Ça n'existe plus. Allez, malheureusement. Moi, j'aime super bien. Non, sur un bord, ça fait plus de. Juste la position générale par rapport à l'écran. Voilà, L'objet, c'est. Je peux vous dire que celui qui doit stresser. Il faut lui envoyer à lui, parce que lui, c'est une boule de nerfs. Il a ça.
C'est ça, je prends un micro. Nous sommes calés sur le temps GPS. Vous faites un décompte et moi je sors. En 10 minutes, il faut partir en cours. On a les valises, on a les sacs à dos, on est prêts. Hein? T'as pas le temps de quoi? Ah, tu peux pas mettre la présentation. Mais je sais pas si ouais, c'est pas grave. Tu veux que je lance un chrono ou quoi? Et de toute façon, ils nous disent 100 minutes. Ouais, mais si c'est à 5 minutes, on est censé arrêter à 100 minutes. C'est quoi les intervalles de temps? C'est qui gère le temps? Est-ce que tu peux nous dire 5 minutes, mais à 20 minutes? Parce qu'on peut avoir vraiment 5 minutes de questions. On a plus 25 minutes, plus 5 minutes de questions. On peut dire 5 minutes à 20 minutes. Merci. Allez, dernière session des récits avant la session de clôture. Sur l'enseignement, donc on va avoir 2 présentations, là, 2 fois une demi-heure. Pour notre première présentation, on a 2 étudiantes de l'INSA de Toulouse, une école qui m'est chère, avec Barbara Joanne et Alexa Noël, donc ils vont nous présenter un escape room pour la sécurité et qui a pour objectif de sensibiliser les publics à toutes ces problématiques. Voilà, on est parti pour 25 minutes et puis 5 minutes d'échange à la fin de questions. Donc bonjour à tous et merci d'être là. Donc nous sommes Barbara et Alexa, on est étudiantes en M1 à l'INSA à Toulouse et on va vous présenter notre escape room pour sensibiliser à la sécurité informatique. On est encadré par Eric et Vincent qui sont là-bas. Donc voilà. Donc notre présentation va se dérouler en 3 points. Donc tout d'abord, pourquoi faire un escape room pour la sécurité informatique? Ensuite, la réalisation de nos escape rooms et enfin les retours d'expérience qu'on a reçus. Donc tout d'abord, pourquoi faire un escape room pour la sécurité informatique? Donc c'est tout simplement parce que l'outil informatique aujourd'hui est utilisé par tous et on a très peu de sensibilisation efficace en soi contre toutes les attaques qu'on a actuellement, donc le phishing, les arnaques au président par exemple, et toutes les vulnérabilités que peut apporter l'IoT par exemple. Enfin, on en a beaucoup parlé pendant le récit sur les 2 derniers jours. Donc l'IoT apporte vraiment beaucoup de vulnérabilités. Donc c'est très important de sensibiliser non seulement les utilisateurs pour leur montrer que leur comportement peut aussi être dangereux, mais aussi les développeurs et les concepteurs, histoire qu'ils sécurisent donc, les produits qu'ils vendent. Donc si on regarde un peu les outils de sensibilisation utilisés de nos jours dans tous les domaines confondus, donc y compris de la sécurité informatique, on trouve tout ce qui est des conférences, des vidéos sur Internet notamment, des serious games, des cours magistraux, etc. Et le point commun entre toutes ces méthodes est que souvent le participant reste assez passif et reçoit oralement ou visuellement un certain nombre de consignes et de conseils de bonnes pratiques à appliquer. Mais il y a rarement de mise en situation réelle, ce qui fait qu'à la sortie de la formation, le participant n'a pas forcément tous les outils en main pour vraiment appliquer ces conseils chez lui. Et donc souvent, seule une partie du message est retenue et rarement du coup appliquée derrière. Donc pourquoi utiliser une escape room comme outil pédagogique? Donc déjà, je vais définir ce qu'est qu'une escape room pour ceux d'entre vous qui n'en ont jamais fait ou n'en ont jamais entendu parler. Donc une escape room ou escape game, c'est la même chose, est un jeu d'évasion dans lequel un groupe de personnes est enfermé dans une salle et doit résoudre un certain nombre d'énigmes qui sont reliées entre elles pour atteindre un objectif final en un temps imparti qui est souvent d'1 heure. Cet objectif est souvent de sortir de la salle, d'où le terme jeu d'évasion. Mais dans le cas d'escape room pédagogique et notamment en sécurité informatique, cet objectif peut être diversifié et nous détaillerons ça plus tard. Donc premier avantage, c'est que c'est un jeu qui est très attractif et populaire en ce moment. On en voit s'ouvrir vraiment partout dans le monde, etc. Et les gens vraiment aiment beaucoup ce genre de jeu puisque c'est très satisfaisant d'arriver à un objectif en 1 heure, réfléchir sur des énigmes, etc. Et donc, contrairement à la sensibilisation, on va dire classique, ici le participant est vraiment actif et va apprendre par l'action et la réflexion et il va plus facilement se souvenir des énigmes s'il a mis un certain temps à la résoudre et à réfléchir dessus.
Ce qui était très important pour nous, c'était de simuler des situations réalistes pour qu'ils appliquent vraiment des méthodes de sécurisation informatique et qu'ils puissent du coup les répéter facilement chez eux, qu'ils les aient déjà fait. Donc, quels étaient nos objectifs et quel public est-ce qu'on cible? Eh ben, on cible les utilisateurs quotidiens de l'outil informatique, qui n'ont pas de formation en sécurité. Et nos objectifs, ça va être de consolider leurs bonnes intuitions, de démentir les mauvaises pour leur apprendre et leur apporter des réflexes de base en sécurité informatique. Et ensuite, leur apporter une certaine méfiance, quand ils reçoivent un mail, un lien, un appel, de vérifier l'identité de la personne, donc afin de reconnaître et de se protéger contre les attaques d'ingénierie sociale qui sont de plus en plus courantes de nos jours. Donc voilà, on a réalisé des escape rooms, c'est-à-dire qu'on les a réellement fait jouer. Donc voici la salle qu'on a eue. Donc en fait, c'est dans le cadre de notre projet tutoré, donc en cours. Donc on a fait un état de l'art en décembre, et on a commencé à réaliser les escape games en février. Donc ça fait vraiment pas longtemps, et on a eu déjà le temps de les faire jouer et d'avoir des retours. Donc voilà la salle que le département nous a prêtée. Donc c'est vraiment toute la salle. Donc avec des machines, on a essayé de reproduire un environnement de travail. Donc tout est utilisable, et on a même fait monter des cloisons pour pouvoir rajouter un peu de sécurité physique. Donc c'est-à-dire que certains joueurs jouent dans la première salle et ensuite doivent réussir à rentrer dans la deuxième, où ils vont atteindre un nouvel objectif. Donc on était assez nombreux à travailler sur ce projet, on était 9 en tout, donc on s'est répartis en 2 équipes et on a fait 2 scénarios pour avoir une approche différente mais pour le même objectif. Donc pour le scénario défense sur lequel j'ai travaillé, le scénario est le suivant. Les participants sont des collègues d'une petite entreprise qui a reçu une menace d'attaque informatique, et donc ils se disent que ça ne serait pas une mauvaise idée de retourner sur le lieu de travail, donc, qui est la salle, pour essayer de sécuriser au maximum l'entreprise. Donc il y a plusieurs vulnérabilités, que ce soit des mots de passe faibles, des routeurs mal configurés, ou des effets personnels ou des documents confidentiels qui traînent un peu partout dans la salle. Mais il faut aussi qu'ils soient vigilants, puisque l'attaquant a déjà préparé quelques pièges dans la salle, et donc il ne faut pas tomber dans ces pièges. Pour les motiver davantage, on a rajouté un deuxième objectif, qui est de trouver l'identité de l'attaquant. Donc il y a des indices un peu partout au fur et à mesure de l'évolution du scénario. Et on travaille sur un système de points, parce qu'il n'y a pas vraiment d'objectif à atteindre. Donc ils gagnent des points s'ils corrigent des failles ou des vulnérabilités, et en perdent s'ils tombent dans des pièges ou ont des comportements dangereux. Pour le scénario attaque sur lequel j'ai travaillé, donc on est une équipe de 3 joueurs, et donc leur objectif va être de rentrer dans l'entreprise en tant qu'équipe de maintenance. Donc ils se font briefer par le maître du jeu, qui va dire, on va dire que c'est leur chef. Et donc ils se font passer pour des hackers, et ils doivent essayer de récupérer des fichiers compromettants dans l'entreprise. Donc ils ont 1 heure pour essayer d'élever leurs privilèges et d'accéder donc à la salle, donc les cloisons qu'on a vues tout à l'heure, et récupérer donc ce fameux fichier. On n'a pas de système de points parce que l'objectif est vraiment linéaire. On a par contre beaucoup de sécurité physique, donc par exemple des cadenas à crocheter, mais aussi donc de l'ingénierie sociale, donc des appels à passer pour essayer de récupérer des mots de passe par exemple. Ici, on peut voir 2 outils très très importants pour nous au niveau de la conception. Donc on les utilise pour organiser notre escape room, pouvoir dire quelles énigmes on a, comment elles sont liées entre elles, comment les réutiliser, mais aussi pour pouvoir ensuite transmettre à un autre groupe ces documents et qu'ils puissent éventuellement le rejouer derrière, et aussi pour améliorer la communication au sein même de l'équipe. Donc si jamais une personne n'est pas là, pouvoir dire « Ah ben en fait cette énigme il fallait faire ça ». Donc on a tout d'abord un organigramme où on voit donc toutes les énigmes qui sont reliées entre elles, mais aussi tous les objets qu'on utilise. Donc par exemple pour l'énigme numéro 3, on va avoir besoin d'un certain objet qui va ensuite nous montrer qu'il y a un post-it sous le clavier et des choses à récupérer pour pouvoir entrer dans une certaine session qui ensuite va nous ramener encore sur d'autres énigmes. Et ensuite on a une fiche énigme, donc pour chaque petite énigme, on a la description de l'énigme, donc comment elle fonctionne, la solution, comment est-ce qu'on s'en sort, les dépendances avec les autres énigmes, donc quel matériau on a besoin avant et quelles énigmes on a besoin avant aussi pour y accéder. Quels sont les apports pour les énigmes suivantes? Est-ce qu'on récupère un nouveau mot de passe pour arriver sur une session? Quels indices il faut donner aux joueurs pour si jamais ils sont vraiment bloqués? Et enfin, quel aspect de la sécurité est abordé? Donc est-ce qu'on a vu de la crypto? Est-ce que c'était de l'ingénierie sociale? Histoire de
pouvoir ensuite en discuter avec les joueurs, voir s'ils ont vraiment réalisé quels aspects étaient abordés. Donc en créant les énigmes, on a voulu intégrer plusieurs éléments pour que la sensibilisation à la sécurité informatique concerne beaucoup d'aspects et soit assez complète. Donc déjà, premièrement, évidemment, donc des défis informatiques et techniques, comme j'ai dit, vraiment pour faire de la mise en pratique et qu'ils réalisent vraiment des manipulations de sécurité informatique. Et donc c'est pour ça que dans la salle, on retrouve plusieurs ordinateurs, mais aussi d'autres objets comme un vidéoprojecteur, une imprimante, un routeur et aussi une caméra connectée. Ensuite, on trouve aussi des périphériques malveillants. Donc, par exemple, ici, il y a une clé USB qui a une simulation de malware qui se lance si elle est branchée sur un ordinateur et qui exploite aussi une faille humaine, donc qui est la curiosité de vouloir savoir ce qu'il y a sur cette clé USB. Et donc, c'est pour ça qu'on a intégré aussi de l'ingénierie sociale. Donc, il y a un téléphone portable sur lequel un attaquant peut appeler pour essayer de récupérer un mot de passe au téléphone. Et aussi, dans les boîtes mail, il y a beaucoup de mails de phishing avec des liens ou des pièces jointes malveillantes. On a aussi intégré donc, des énigmes qui intégraient des objets matériels, donc que ce soit des documents confidentiels ou des effets personnels qui ne devraient pas être laissés sans surveillance accessibles à n'importe qui. Donc on a des documents sur des bureaux, à l'imprimante, dans la poubelle, et aussi des effets personnels. Donc sur le porte-manteau, il y a une veste, un sac à main avec un carnet d'adresses et une photo d'animal de compagnie. Ensuite, un autre élément très important dans le déroulement du scénario est le moment du débriefing. Donc on a demandé aux participants de répondre à un quiz pour déjà nous assurer qu'ils avaient bien intégré toutes les connaissances qu'on voulait qu'ils apprennent durant le jeu, les approfondir et rajouter éventuellement des éléments qu'on n'a pas pu intégrer dans le scénario, comme par exemple des bonnes pratiques adoptées lors de déplacements professionnels. Et ensuite, on a donc beaucoup discuté avec eux pour leur expliquer toutes les énigmes, approfondir vraiment les aspects de sécurité informatique et avoir leur retour sur l'expérience. Donc on a fait jouer déjà pas mal de groupes, 9 groupes pour le scénario défense et 5 groupes pour le scénario attaque. Et donc on les a filmés et on a fait une petite vidéo qui vous donnera un meilleur aperçu de leur réaction et de la salle. Donc là, on voit l'équipe rentrer dans la salle. Donc vraiment, le travail en équipe est très très important dans tout escape room, donc y compris dans celui-là. Il ne faut vraiment pas garder des éléments pour soi et proposer des idées tout le temps. On voit aussi des fois un peu de parallélisme, donc plusieurs personnes qui peuvent chercher plusieurs éléments en parallèle. Enfin, on remarque cette fameuse veste où il y a des éléments cachés dedans. Et c'est rigolo de voir que certaines personnes parfois ne communiquent pas assez et sont persuadées que la veste appartient à une autre personne, donc à aucun moment ils pensent à fouiller à l'intérieur. Donc on a simplifié beaucoup de logiciels pour simuler des logiciels. Par exemple, ici, on a une simplification de CuPy où on peut rentrer des données personnelles et avoir une liste de mots de passe. Donc évidemment, on n'en a pas des millions, on en a 10, mais c'est déjà largement suffisant pour eux. Puis on a essayé vraiment de diversifier les énigmes pour qu'il y ait à la fois de l'informatique, mais aussi vraiment du physique, ouvrir des cadenas, projeter des cadenas, etc. Et que ça soit amusant tout le long. Et donc de l'ingénierie sociale. Avec des appels à recevoir ou à passer pour récupérer des mots de passe, par exemple. Qui est au bout du fil quand tu l'appelles? C'est vous, ouais, ça, vous êtes à côté. Donc voilà, donc, on a eu vraiment beaucoup de volontaires pour participer à notre escape room. On a été assez étonnés au début parce que c'est quand même un escape room sur la sécurité informatique qui peut être un sujet qui fait peur à ceux qui ne sont pas du tout du domaine. On a eu à peu près 15 équipes de 3 à 4 personnes qui vraiment étaient très motivées pour participer. Alors tous ne sont pas passés encore, mais ça ne saurait tarder. Et les retours étaient vraiment très encourageants. Ils nous ont tous dit qu'ils s'étaient amusés, qu'ils avaient beaucoup appris et qu'il leur semblait vraiment avoir plus appris en faisant cet escape room qu'ils ne l'auraient fait durant une heure de cours classique. Il faut préciser qu'on le fait aussi jouer à beaucoup de gens qui n'ont vraiment aucune spécialité en informatique. On a des génies civils par exemple, et on a eu des adultes qui n'ont vraiment aucune connaissance, d'où l'importance. Un élément qui revenait souvent, c'était l'élément donc, de l'ingénierie sociale et de la faille humaine, qui est vraiment un élément auquel ils ne pensaient pas du tout en termes de sécurité informatique.
Et quelque chose qui est beaucoup revenu, c'était de ne pas aller sur Internet avec un compte administrateur, quelque chose que personne ne savait avant l'escape room. Donc, comme j'avais dit, on leur a fait passer un quiz, on a analysé un peu les résultats et on va vous présenter des éléments intéressants. Il y avait à peu près 15 questions sur différents thèmes, que ce soit des mots de passe, des trucs un peu plus techniques ou de l'ingénierie sociale, etc. Donc, concernant par exemple les ordinateurs qui sont laissés déverrouillés sans surveillance, il y avait 2 questions qui concernaient cet aspect. Donc, la première était: si je quitte mon poste de travail pendant 3 minutes, il n'y a aucun risque si je laisse mon ordinateur déverrouillé, vrai ou faux? Tout le monde a répondu faux, donc là, aucun souci. Et que faire en quittant une salle de réunion? Donc je sais que c'est un peu petit. Donc j'éteins ou je verrouille sur les ordinateurs, j'efface le tableau blanc, je retire les clés des armoires et tiroirs. Donc ça, c'était les 3 réponses qu'on considérait comme justes. Et les 2 réponses fausses étaient: je jette à la poubelle les documents qui ne seront plus utilisés, puisqu'ils sont toujours accessibles dans la poubelle. Et je peux laisser ma veste ou mon sac car je reviens plus tard. Donc là, ne pas laisser des éléments personnels accessibles à tout le monde. Et donc on voit que notamment, bon déjà il y a un bon taux de bonnes réponses, mais surtout tout le monde a coché la case j'éteins ou je verrouille les ordinateurs. Donc avec ces 2 questions, on peut voir qu'au moins à l'issue du jeu, tous étaient vraiment bien au courant qu'il ne faut pas laisser son ordinateur déverrouillé même quelques minutes sans surveillance. Et pourtant, dans la salle défense, il y a un ordinateur qui est dans ce cas-là, et très très peu de groupes l'ont éteint. Donc ce qui montre bien un comportement qu'on peut observer en entreprise, qui est que tout le monde sait qu'il ne faut pas le faire, et pourtant c'est souvent oublié ou pas fait. La deuxième question qu'on a posée, donc les réponses c'est encore selon nous, c'est ce que nous on pensait, ce qu'on pense être des bonnes pratiques. Donc on leur a demandé, selon eux, quels étaient les objets connectés qui pouvaient constituer une vulnérabilité pour l'entreprise. Donc toujours pareil, c'est un peu petit, mais je vais vous les lire. Donc en premier, on avait les caméras de surveillance connectées, donc les TV connectés, les smartphones ou une montre connectée, donc du patron par exemple. Et on remarque que seulement 50% des gens cochent les 4 réponses. Donc c'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas encore que tous les objets connectés peuvent être une faille et peuvent être non sécurisés. Pour les caméras, c'est évident parce qu'ils le voient vraiment dans leur environnement. Mais on remarque qu'ils comme les autres objets connectés sont toujours là, ils ne réalisent pas que ça peut aussi être des failles. Ensuite, on a demandé à des joueurs non informaticiens, puisque du coup pour les informaticiens c'était plus compliqué, s'ils pensaient ne pas pouvoir être victimes d'ingénierie sociale, et ça avant de jouer l'escape game. Et ensuite ils doivent se faire passer pour une équipe de maintenance et appeler une secrétaire pour récupérer son mot de passe. Et donc ils réalisent que c'est très très facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre et ainsi de récupérer le mot de passe. Et donc on leur a redemandé à la sortie de l'escape game, donc est-ce que maintenant vous pensez être victime d'une chose comme ça? Et ils ont tous répondu bah oui, parce que finalement c'est beaucoup trop facile à faire, alors que nous on n'avait aucune compétence, donc on se doute que quelqu'un qui en a pourrait nous avoir très très facilement. Et ensuite, on a demandé aux gens s'ils avaient des données personnelles dans leur mot de passe, et donc 75% des joueurs, informaticiens ou non, ont répondu oui. Et ils ont promis à la sortie de l'escape room de changer leur mot de passe. Donc on espère vraiment qu'ils vont le faire, mais au moins ils ont réalisé que c'était pas normal et qu'ils devaient changer leur comportement. D'autres comportements assez intéressants qu'on a observés. Déjà à la sortie de l'escape room, il y a encore la majorité des participants qui ne sont pas persuadés qu'il faille faire les mises à jour rapidement après leur sortie. Donc tous ceux qui assuraient qu'il fallait mieux attendre quelques semaines, voire quelques mois, parlent de bugs et que l'application ne marche plus bien après, etc. Donc ça montre bien que vraiment les mises à jour dans la tête de l'utilisateur commun, c'est vraiment essentiellement l'esthétisme et les fonctionnalités de l'application et pas du tout la sécurité. Ce qui fait que vraiment beaucoup retardent la mise à jour jusqu'à ce que l'application ne marche plus sur la version antérieure, ce qui évidemment pose des problèmes de sécurité. Ensuite, l'attitude face à la clé USB, donc dans la salle défense, donc celle qui est malveillante et qu'il ne faut pas brancher, dépendait beaucoup de l'avancée dans le jeu au moment de sa découverte. Parce qu'en fait, elle a une forme de Père Noël, donc c'est pas évident dès le départ qu'il s'agit d'une clé USB. Et les groupes qui l'ont trouvée au début du jeu ont beaucoup hésité, discuté entre eux avant de décider de la brancher ou non. Et en revanche, ceux qui l'ont trouvée vraiment dans les 10 dernières minutes du jeu n'ont pas hésité du tout et l'ont branchée directement. Ce qui montre bien une autre faille humaine qui peut être exploitée en ingénierie sociale, en plus de la curiosité, qui est qu'en situation de stress et d'urgence, les humains sont plus à même de commettre des erreurs et prendre des décisions irrationnelles. Enfin, dernier comportement observé, que souvent il suffisait qu'une seule personne dans le groupe doute, par exemple au moment de donner son mot de passe au téléphone ou de brancher la clé USB,
pour que l'ensemble du groupe prenne une bonne décision. On pense que pour sensibiliser un grand nombre de personnes, il n'est pas forcément nécessaire que tous suivent la formation, mais si un petit groupe le fait, les bonnes pratiques vont se répandre au reste du groupe et se diversifier. Donc voilà, merci beaucoup. On pense que pour arriver à une version finale, il nous faut encore plus de tests. Désolée, le micro marche pas, donc je vais faire sans. Il nous faut vraiment faire plus de tests pour avoir des statistiques qu'on puisse vraiment s'en servir, parce que là on n'a pas assez de groupes. Mais aussi pouvoir finaliser notre escape room, et là pour l'instant on a besoin d'être dans la salle, être derrière les gens pour voir si jamais il y a un bug technique, enfin par exemple une machine virtuelle qui saute quand on branche une clé USB. Enfin, être là pour vérifier que tout se passe bien. Pour le système de points de la salle de défense, on doit être là pour vérifier si jamais ils font une bonne ou une mauvaise action. Donc à terme, on voudrait réussir à vraiment sortir de la salle pour garder cet esprit d'escape room que là on perd un petit peu. Ensuite, on a vraiment eu des retours très très positifs et très encourageants, comme le disait Barbara. On a eu beaucoup de volontaires et on était surpris, des gens pas forcément en informatique, et juste le fait que ce soit un escape room et qu'il soit gratuit et accessible, ils se sont dit « Ah bah nous aussi on peut l'essayer ». Et c'est vraiment impressionnant, parce que si c'était juste une conférence sur la sécurité, enfin on n'aurait vraiment pas touché tout ce monde-là. Donc on était assez surpris. Et donc pour nos perspectives, on voudrait le faire jouer aux autres étudiants à l'INSA, donc que ce soit les premières années, donc 1, 2, 3, mais aussi en 4e année par exemple les autres spécialités, donc pas forcément informatique. Et aussi le personnel administratif, le corps enseignant, mais aussi des entreprises, donc pour le faire jouer à par exemple, on a déjà des relations, enfin Eric et Vincent ont déjà des relations avec Thales par exemple, pour éventuellement le faire jouer à des entreprises. Ensuite, voilà, donc du coup notre équipe, donc on a Eric et Vincent qui sont ici, merci à eux. Et donc 2 scénarios, le scénario défense avec Faisal, Barbara ici présente, Erwan et Nicolas, et pour le scénario attaque, moi ici présente aussi, Solal, Adrien, Ombline et Jean. Donc voilà, on leur dit merci parce qu'ils n'ont pas pu venir, mais ils ont vraiment beaucoup travaillé sur ce projet aussi. On remercie surtout l'INSA de Toulouse et le département de GEI qui nous a prêté la salle, le matériel, qui nous a financé pour venir à Récy et pouvoir faire cette présentation aujourd'hui. Et encore une fois, merci à tous les étudiants et à nos tuteurs qui sont ici présents. Ouais. On va vous laisser 5 minutes pour répondre à des questions, et pendant que vous posez les questions, on a préparé un petit bêtisier, donc avec les petites phrases rigolotes et croustillantes qu'on a pu observer, et aussi l'installation des 2 salles de défense et d'attaque. Donc on vous écoute. Oui, c'est un travail intéressant parce que je pense que l'éducation, c'est le meilleur moyen pour des systèmes de sécurité, surtout sur la partie social engineering. Au niveau des résultats que vous avez eus, que vous avez montré qu'à la fin de l'étude, les personnes étaient conscientes de certains aspects de sécurité. Est-ce que vous avez posé ces questions au début, avant qu'ils jouent l'escape room, pour voir si ces personnes n'avaient pas justement ces idées déjà en tête, et s'il y a une amélioration entre le début et la fin? Alors on a eu 2 approches différentes. Pour le scénario attaque, on a posé quelques questions au début, mais pas énormément. Et pour le scénario défense, on l'a pas fait parce qu'on s'est dit que ça allait leur indiquer beaucoup de vulnérabilité dans la salle et que ça allait faciliter le jeu, et du coup, ça allait moins les marquer de vraiment réaliser ces actions-là. Est-ce que vous n'avez pas laissé passer un peu de temps et vous n'avez pas essayé de faire la red team et essayer d'attaquer? Non. Bah là, comme on vous l'a dit, on a commencé depuis février et on est en mai. Et on a quand même beaucoup de cours à côté, donc c'est difficile à mettre en place, ça nous prend énormément de temps. Dès qu'on fait jouer un groupe, ça nous prend 1 heure. Ce serait intéressant, voilà, 1h30 avec l'installation de la salle. Mais c'est envisagé pour le futur, pour les autres projets tutorés, j'espère qu'il y en aura après nous, pour avoir quelque chose de vraiment bien. Mais je pense que pour une première version, c'était beaucoup trop compliqué à mettre en place. Ok. D'autres questions? Ah, il se passe quelque chose avec nous. Ouais. En fait, j'ai vu avant que vous parliez des personnes qui pensaient être victimes ou non d'ingénierie sociale. Oui. Justement, moi, j'ai fait des études d'utilisabilité avec sur du phishing.
Et la majorité des personnes que j'ai interrogées n'étaient même pas conscientes de ce qu'était l'ingénierie sociale, mais les participants connaissaient ce que c'était? Nous, oui, mais on n'a pas testé sur assez de non-informaticiens pour être vraiment sûr de ça. Mais ceux-là connaissaient parce qu'on leur en avait déjà parlé avant, parce que c'était des contacts. On a commencé par tester sur notre cercle personnel. Et du coup, ils savaient que ça existait, mais ils pensaient vraiment être intouchables parce que bah non, ça arrive aux autres parce qu'ils se laissent avoir, mais pas nous. J'ai juste une remarque aussi sur les software updates. Je pense que c'est bon d'attendre pour les appliquer. Les bugs de sécurité, bien sûr, il faut les appliquer maintenant, mais aussi les updates peuvent introduire de nouvelles vulnérabilités qui sont découvertes 1 ou 2 semaines après qu'il y a une release. Donc je pense que c'est aussi une bonne précaution d'attendre pour faire les updates. C'était oui. Quelque chose où on se disait c'était un peu c'est un parti ça se discute et c'est un peu la limite. C'est un peu la limite. Réfléchir sur une situation. Et après, par exemple, le mot de passe, on dit pas. Mais moi, je me dis que ça fait que d'avoir un mot de passe d'une certaine puissance de. En fait, oui, je pense qu'il y a eu des études qui ont été faites sur les mots de passe qui montraient justement que imposer d'avoir des caractères spécifiques ou des choses comme ça n'a pas l'effet qu'on attend, qu'il y aura plus d'entropie en fait. Au final, l'entropie n'est pas. Je pense qu'on l'a pas dit, elle l'a pas dit jusque. N'est pas améliorée, et c'est pour ça que maintenant, je pense qu'il y a beaucoup qui préconisent d'avoir en fait des petits mots de passe, et puis après, avec les 3 essais, on bloque. Enfin, c'est ce qu'il y a pour les cartes de crédit, ça va. Ouais, ça va boucler. Ok, encore un petit peu de temps. Hein. Au niveau social, est-ce qu'il n'y a pas un biais de fait que les escaliers ça s'intéresse quand même plus à une certaine partie de la population qu'à des personnes qui ont 60 ans plus ou des choses comme ça? La plus vieille personne qui l'a testé a 55 ans et ça s'est bien passé. Nous, il y en a beaucoup qui ont testé la seule. Naturellement, c'est pas le style de jeu dans lequel ils vont pour la majorité qui vont. Bah, ils iront en conférenciant sur la vidéo. Ils n'ont pas des conférenciants, des conférenciers. Je pense que l'équipe y fait beaucoup aussi. Enfin, il y a plusieurs personnes et il y a des idées, même si au début quelqu'un va dire « Oh bah on a un téléphone, pourquoi on n'appelle pas ?» Les autres lui disent « Non, ça va mûrir dans l'esprit de tout le monde. » Et je pense que peu importe l'âge et peu importe la spécialité. Mais c'est vrai qu'une mamie ira de 60 ans, il ira peut-être pas faire ça. Par contre, on a tout le personnel, par exemple, du secrétariat, qui nous ont dit « Ouais, on veut absolument le faire. » Donc il y a des gens qui spontanément sont venus nous voir pour nous demander de le faire. Ouais. Donc ça attire quand même pas mal de gens qui ne sont pas informaticiens. Qui sont des gens un peu de contexte habituel. Est-ce que c'est pas plus frappant si les gens pendant Après, je sais que c'est déjà fait dans certaines conférences, tout ça, ils attaquent les gens avant. Et... Oui, ou dans des entreprises, etc. Mais bon, c'est une autre approche. Quoi. Et à votre avis, laquelle des deux Je pense que les deux sont assez efficaces, mais voilà. T'as parlé de PNTS? Ouais. Oui, ça vise pas la même chose. Ouais, là, c'est vraiment ludique. Enfin... Dans le PNTS, t'as pas la campagne, t'as pas un truc écrit sur un tableau, t'as pas des clés dans des poches, tout ça. Je pense que c'est l'aspect jeu qui attire les gens et qui fait. Enfin, ils pensent pas. Ils pensent pas au fait qu'ils sont en train d'être sensibilisés. Ils pensent à jouer, ils pensent à leur objectif. Dans les aspects de souvent, ils ciblent seulement un maillon faible de la chaîne. Et pas tous les utilisateurs. C'est ça, c'est ça. J'ai pas compris la question sur le pentest. Vous dites faire subir un pentest à une personne dans une entreprise, c'est ça? Parce qu'il peut y avoir une espèce de jugement et les leçons tirées sur le pentest. C'est ça que c'est peut-être éventuellement complémentaire, mais ça fait pas la même chose. Ça ne sensibilise pas de la même façon. Parce que là, le fait de mettre un truc dans une poubelle, ça n'a rien à voir avec un pentest et ça peut mettre en danger l'informatique de ta boîte de la même façon. Donc il y a tout ça dans la situation. Ok. Allez, toute dernière question ici, puis après on passe à la prochaine présentation. La session, ça dure combien de temps à peu près? C'est sur combien de temps? 1 heure. Plus briefing et débriefing. Ouais.
Ok, super. Et bien on vous remercie, bravo pour la présentation. Last but not least.